Comment rencontrer des combattants islamistes proches d'Al-Qaïda, l'organisation de Ben Laden? La mission est quasiment impossible. Les journalistes qui ont essayé d'entrer dans leur sanctuaire n'en sont pas tous revenus. Pourtant, il existe un endroit où il est possible de les approcher, le Tibesti, une région isolée au cœur du Sahara, au nord du Tchad. Là-bas, un redoutable émir surnommé El Para et une quinzaine de fanatiques ont été capturés par des rebelles toubous. Je connais un de ces chefs toubous depuis plus de 20 ans, depuis les premières guerres du Tchad. Il s'appelle Adoum, et lui seul peut m'amener jusqu'à El Para, le Ben Laden du désert. Notre voyage commence à Agadez, au Niger, la dernière ville avant les dunes du Sahara. Ici, on croise des bergers, des commerçants, mais aussi des espions et des trafiquants. C'est dans ma chambre d'hôtel, à l'abri des regards, que je prends contact avec Adoum. Oui, ça va bien, et toi? Où es-tu? On est à 100 km de Kawa. Tu es ici vers quelle heure? Certainement dans le courant de l'après-midi, hein? D'accord, ok. À tout à l'heure, ciao. Ciao. À tout à l'heure. Je le retrouve quelques heures plus tard, dans un hôtel discret. Ça va mieux. Il est venu avec un de ses compagnons d'armes, un rebelle toubou lui aussi prénommé Adam. Les deux hommes combattent le président tchadien Idriss Déby depuis plus de 10 ans. Ils acceptent de nous servir de guide. On va faire du hors-piste, on fait pas hors-piste. À partir de Bilma, on a dit Bilma, mais on va pas rentrer. Pour parvenir jusqu'à El Para, il nous faut accomplir un périple de 1700 km jusqu'au Tibesti, une région de montagne aux confins du Niger, du Tchad, de l'Algérie et de la Libye. En chemin, il faudra éviter les mines et surtout les patrouilles de l'armée qui n'auraient aucune pitié pour nos deux guides. Leurs têtes sont mises à prix par le gouvernement tchadien. Moi, c'est simple. Moi, on me raccourcit la tête, voilà. C'est aussi simple que ça. De toute façon, ma tête est mise à prix depuis bien longtemps. Hein. Je serais très heureux de me trouver si facilement. Mais enfin bon, parlons pas de malheur. Nous partirons avec deux véhicules. Un pour la nourriture, l'eau et l'essence, l'autre pour les hommes. Au total, 500 litres d'eau, 700 litres de carburant et des dizaines de kilos de macaroni. Nous découvrons que nos guides ont tout prévu en cas de mauvaise rencontre. Dis-moi, si on tombe sur une patrouille, qu'est-ce qu'on dit? On est touristes? C'est moi qui parle. Ok. Nous profitons de la prière du soir pour filer discrètement. Nous prenons la piste entre chien et loup et nous ignorons combien de temps il nous faudra pour arriver jusqu'à El Para. 2 semaines, peut-être plus. Dans le désert, les phares se voient de loin. Il est plus prudent de s'arrêter pour la nuit. On va prier là. Comme la moitié de la population tchadienne, ces hommes sont musulmans, mais ils n'ont rien à voir avec les fanatiques religieux qui mènent la guerre sainte, comme El Para et ses moudjahidines. El Para, l'homme que nous recherchons, un ancien parachutiste de l'armée algérienne, aujourd'hui chef militaire du GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat. Le GSPC, qui a fait allégeance à Al-Qaïda, figure sur la liste noire publiée par le département d'État américain. Cette organisation, qui sème la mort en Algérie, avait préparé des attentats en France contre la cathédrale de Strasbourg, mais aussi contre le Paris-Dakar. L'an dernier, El Para et ses hommes avaient enlevé 34 touristes dans le désert, en majorité des Allemands,
libéré quelques mois plus tard au Mali. À l'époque, le gouvernement allemand avait toujours nié le versement d'une rançon. Nous verrons que la vérité est sans doute différente. Au Sahara, El Para comptait trouver des alliés. Il est tombé sur des ennemis. Ces gens sont faits prisonniers précisément dans le cadre de notre combat à nous, à notre échelle, contre le terrorisme. Nous aurions pu les laisser librement circuler et aller où ils veulent. Nous les en avons empêchés. Première avarie, une crevaison. Ce ne sera pas la dernière. Mais nos mécaniciens ont tout prévu, ils ont l'habitude de travailler avec les moyens du bord. Ça, le travail, le toubou. Deux heures plus tard, nous reprenons la piste. Le désert comme ça commence d'ici. C'est le désert avec le sable, non? Le désert avec le sable et les dunes. Les dunes du Ténéré, la partie la plus sablonneuse du désert. Pour éviter les risques d'enlisement, nous décidons de rouler de nuit. Avec la moiteur, le sable devient plus dur. Là, on est au commencement des dunes du Ténéré. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous avez vu les chauffeurs dégonfler un peu les pneus pour les rendre donc, plus aptes à passer les dunes. C'est ce qu'on va essayer de faire toute la nuit. On verra au petit matin où on sera. À l'aube, nous avons accompli plus de 300 km sans encombre. Au troisième jour, une oasis. Nous en profitons pour nous ravitailler en eau fraîche. Une eau que nous ne boirons pas avant un bon moment. Il faut d'abord attendre qu'elle devienne plus chaude. Dans le désert, le corps humain ne supporte pas l'eau froide. L'an dernier, 13 touristes en sont morts. Ils ont été enterrés sur place. Dans le désert, le manque d'expérience ne pardonne pas. Des gens qui sont en passage, leur véhicule était tombé en panne. Arrivés au puits, ils ont bu l'eau sans le chauffer, l'eau fraîche, et puis ils sont morts. Ça arrive souvent des cas comme ça dans le désert, il y a plusieurs tombeaux comme ça. La soif n'est pas le seul danger. À quelques dizaines de mètres, 2 camions remplis de cigarettes. Des trafiquants qui se dirigent vers l'Algérie. Nous restons à distance, ils sont probablement bien armés et nous n'avons pas l'intention de nous faire remarquer. Ce sont quand même des milliers et des milliers de kilomètres carrés Ouais. qui ne sont pas contrôlés. C'est le pays des contrebandiers, des bandits. C'est un couloir de passage pour tout le monde. On ne peut pas contrôler tous les grands déserts. Tout le monde peut passer, du Soudan jusqu'en Mauritanie. C'est d'ailleurs pour cette raison que les Américains craignent que cette immense région devienne une zone de repli pour les terroristes, comme celle installée par Ben Laden à la frontière du Pakistan. Mais pour nous, la route est encore longue. On a fait un tiers, il faut compter qu'il y a encore 2 tiers. Il ne faut jamais être pressé dans le désert. Il fallait comme les chameaux, calmement. Après les dunes du Ténéré, le désert devient plus lisse. Sur la piste, les points de repère se font rares. Mais les hommes du désert n'ont pas besoin de boussole, ni de positionnement par satellite. Ils connaissent le bon chemin. Au soir du 10e jour, les réserves d'eau et de carburant sont à sec. Vas-y. Nous cachons notre voiture dans la palmeraie d'Irkou, la plus grande palmeraie du Niger. Nous sommes à proximité d'un village, il faut rester discret.
va se faire passer pour de bons touristes. Il faut faire contour pour gare comme ça. Les chauffeurs partiront avec la deuxième voiture. Le chargement a été vidé pour ramener des fûts d'essence. Mais au petit matin, les chauffeurs ne sont toujours pas rentrés. Et nous ne sommes pas encore au bout du voyage. On est à peine à moitié. Non, c'est ici. Bon. Comme ici, le terrain est plat, maintenant, on n'a pas de problème de sable. Là, il reste donc... 150. 150. Et on ne dort pas là ce soir, hein. On continue, on monte. Ouais, ouais. On continue ce soir. Ouais. On continue à condition que les chauffeurs n'aient pas fait de mauvaises rencontres. Une patrouille de l'armée ou de la police. Nous commençons à nous inquiéter. Mais les Toubous, eux, ne s'inquiètent pas. La survie dans le désert fait partie de leur quotidien. Ils sillonnent cette région clandestinement depuis plus de 30 ans. Depuis qu'ils combattent les troupes du gouvernement tchadien. À 54 ans, Adoum a passé presque toute sa vie dans la clandestinité. J'ai commencé tout petit, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Parce que... Si par exemple toi, demain, tu arrivais au pouvoir avec l'union des mouvements que tu représentes, ce ne serait pas la même chose. Ce ne serait pas la tentation autoritaire qui pourrait s'installer au pouvoir. Nous ne viendrons pas pour confisquer le pouvoir, ça c'est une certitude absolue. Nous venons pour le changement. Il ne faut plus qu'il y ait des crapules comme Déby qui viennent pour vraiment confisquer encore le pouvoir. Et tant qu'il y aura quelqu'un qui voudra confisquer le pouvoir, en ce qui me concerne, je le combattrai. Notre projet, c'est d'instaurer un État laïque, démocratique et sur une vraie justice. En dehors de la politique, vivre comme ça à l'âge de 54 ans, depuis près de 30 ans, c'est pas un peu pesant? Oui, c'est vrai, je reconnais. Aujourd'hui, mon aîné a 26 ans et en 26 ans d'existence, mon aîné n'a jamais passé 4 mois d'affilée avec moi, c'est dire. Mais je ne regrette pas parce que c'est un choix que j'ai fait. Et s'il était à refaire, je recommencerai. Une vie entière au service d'un idéal. Un bruit de moteur, des phares dans la nuit, les chauffeurs reviennent avec l'eau et le carburant. Au bout de 24 heures, on commençait à désespérer. Un jour qu'on attend. Oui, c'est trop, hein? Oui. Never interdit de quitter. Ah bon? Oui. Police? Oui. Il y en a batterie. Never. Ah. Oui. Ils ne sont pas sortis, ils ont attendu jusqu'à ce que la patrouille, là, à 19h, là, ça a cessé. D'abord, ils ont sorti. Pour cette nuit, notre départ est compromis. Il ne reste plus qu'à prendre notre mal en patience. À cause des phares, on ne peut pas partir ce soir. Ouais, à cause des phares et puis beaucoup de circulation avec la police, la douane, la gendarmerie, là, on ne peut pas partir. Donc on part au lever du jour. Ouais. Au lever du jour, pas de patrouille. Nous décidons de prendre la route de Bonheur. El Para est encore loin et nous ne sommes peut-être pas encore au bout de nos surprises. Le soir, la chaleur descend enfin. 30 degrés, 20 de moins que dans la journée. Il ferait presque frais. Au menu, les éternels macas, des macaronis matin, midi et soir, depuis plus d'une semaine. Nos accompagnateurs sont impatients d'arriver au Tchad. Ah oui, bon, c'est un peu délicat, mais en tout cas, on va arriver, Inch'Allah. L'essentiel, c'est demain jusqu'au soir, s'il plaît à Dieu. On sera avec les frères. « 5 heures du matin. À partir de maintenant, il faut rester sur ses gardes. Le Tchad est devant nous plein est. Adoum appelle les chefs rebelles. L'armée tchadienne patrouille dans les parages. Ce sont ses ennemis jurés. Il ne veut prendre aucun risque.
Je viens d'établir une liaison, donc tout est bon pour le moment. On va essayer de changer un peu d'itinéraire. C'est maintenant prendre quelques précautions que d'usage, hein, disons, mais pour éviter toute surprise désagréable. Nous sommes juste à moins de 30 km de la frontière, juste les montagnes là-bas, là, c'est ça. Si on traverse, on est déjà dans la frontière. Derrière ces montagnes, le Tchad. La progression devient de plus en plus dure. Le sable a laissé place à la roche. À quelques encablures de la frontière, Adoum s'arrête sans prévenir. Un danger nous menace peut-être. En fait, il tient à nous montrer quelque chose. Des peintures rupestres. Ça, c'est des vaches. L'autre, c'est un chameau. Et qui a fait ça? Nos ancêtres, peut-être. Ce qu'on voit, c'est que bon, c'est des animaux qui n'existent plus dans la région. Avant, il y avait beaucoup d'eau. Ah oui, c'est clair que tout le Sahara était, semble-t-il, une mer. Après, ça devait être une forêt, en tout cas quelque chose de très boisé. La preuve, c'est que ces bêtes-là ne vivent pas dans un climat tel que celui que nous avons actuellement ici. Donc, ça prouve qu'il y a eu effectivement des différents climats qui se sont succédés ici. Curieux Adoum, prêt à prendre des risques pour admirer les premières peintures de l'homme en plein désert. Mais nous n'avons pas le temps de nous attarder, il faut repartir avant de se faire repérer. Ici, pas de barrière ni de poste de douane, pourtant la frontière est bien là. Oui, nous sommes enfin arrivés au Tchad. Maintenant, voilà, on est dans le territoire tchadien. Nous redoublons de prudence, pas question de rouler à découvert. On va essayer d'éviter les terrains complètement nus, plats à l'extérieur. Ça va nous ralentir vachement. Mais pour la sécurité, c'est la meilleure façon de progresser. Les patrouilles de l'armée tchadienne rôdent dans toute la région. Pour les éviter, Adoum décide de faire du hors-piste en passant dans des oueds asséchés. Un parcours caillouteux qui fait souffrir la mécanique. Un amortisseur vient de rendre l'âme. Adoum vient de repérer des traces de pneus suspectes. Apparemment, il y a un convoi d'une douzaine de véhicules qui est passé il y a moins d'une semaine dans tous les cas. Et bon, ça peut être tout aussi bien une relève qu'une patrouille ennemie. On a pensé qu'il se serait peut-être planqué quelque part dans le caillou, mais apparemment non. Donc on poursuit calmement notre chemin. Calmement, mais ici, la première embuscade peut être fatale. Aucun abri pour se cacher, aucun moyen de repli. Au 9e jour de piste, malgré les détours, les pannes et les crevaisons, nous avons parcouru près de 1500 km. El Para et les salafistes ne sont plus très loin. Bon, c'est bon, on avance. C'est les canyons qui nous retardent. Mais les canyons, c'est la sécurité. Ouais. Hein? Oui. Parce que ça empêche les troupes gouvernementales ou les Libyens de nous voir. Si on coupe à travers le désert, la poussière, ils peuvent nous voir de très loin. C'était bon, qu'est-ce qui se passe? Pour nous, je pense que ça ira, ça devrait aller. S'ils ne tirent pas les premiers, ça ira. Si, pour nos camarades, ça peut être très très grave. Par chance, nous ne croisons aucune patrouille hostile. Dans les phares, des hommes en armes. Ce sont les rebelles Toubou. Nous sommes en sécurité. On est au premier poste important du mouvement. Et bon, on va attendre de savoir quelles sont les consignes qu'ils ont. Je pense qu'on va passer la nuit là. On est en de bonnes mains.
Bienvenue. Voilà. Le Tibesti, au Tchad, un désert montagneux grand comme la moitié de la France. Les rebelles Toubou occupent cette région depuis 8 ans. Ici, ils ne craignent personne, ils se déplacent et s'entraînent à leur guise. Et ils ne sont pas peu fiers de le montrer devant la caméra. C'est fini quoi? Ouais. Aujourd'hui, ne dormis pas. Les troupes de l'armée tchadienne ne sont pas très loin, mais elles s'aventurent rarement jusqu'ici. Des fois, ils sortent pour chercher des gazelles, mais quand il y a des escarmouches, dès qu'ils nous voient, ils détalent. Il faut dire que les guerriers Toubou sont bien armés et qu'ils savent où se fournir à moindre frais. On a des véhicules, on a des escadrons, on a des petits armements, tout ça que ça avec nous. Ça, c'est nous, on n'a pas acheté dans les marchés. Nous, on pris avec les ennemis. Dans le maquis, la vie est rude, on se nourrit de viande de chasse. C'est de la viande de mouflon. On n'en trouve pas tous les jours, alors on y goûte. En ce qui me concerne, ça fait... Mais nous ne sommes pas encore au bout du voyage. Il faut reprendre la piste car les Toubous ont caché les prisonniers dans un endroit secret, quelque part dans les montagnes. Nous sommes au 10e jour de piste et toujours pas le moindre prisonnier salafiste à l'horizon. Mais où ont-ils donc caché El Para et sa bande? La lassitude commence à nous gagner. On ne sait jamais où on va. C'est toujours la quête pour retrouver ces prisonniers, donc on change de véhicule parce qu'ils veulent nous amener dans un endroit connu d'eux seuls. Et on a rendez-vous avec un autre véhicule parce que l'endroit est tellement tenu secret qu'ils changent de gens et ils ne veulent pas que nous sachions où nous allons. Il nous faut donc attendre la relève. Elle arrive 24 heures plus tard. Ce sont ces hommes qui vont nous prendre en charge et nous escorter jusqu'aux prisonniers. Salam alaikum. Enfin, ça va aller. Enfin, comme tu dis. Ouais, on va partir dès qu'ils auront pris le thé, et puis qu'ils prennent un peu d'eau au puits, et puis on va partir. Ok, allez. Finalement, c'est au petit matin que nous lèverons le camp. Nous ignorons où ces guerriers Toubou nous emmènent, mais apparemment, leurs prisonniers salafistes sont gardés dans une région très difficile d'accès. Notre progression est lente. « 5 km/h de moyenne et le risque de sauter sur une mine posée par l'ennemi. Ce sont des hommes à pied qui ouvrent le chemin. Pas de mine, caillou. Après plusieurs heures de piste, nous passons à portée de canon de Bardaï, le chef-lieu du Tibesti tenu par l'armée tchadienne. Une action commando des soldats gouvernementaux est toujours possible. Au matin du 12e jour, nous parvenons enfin dans le repère des rebelles Toubou. Mais toujours pas de traces d'El Para et de ses salafistes. Apparemment, ils ne veulent pas le montrer aujourd'hui. Ils ne veulent pas du tout nous montrer où
leur PC est et surtout où ils cachent les prisonniers. Ils savent aussi que nous, on vient en tant que journaliste, mais enfin, d'autres les cherchent pour autre chose, soit pour les tuer, soit pour les enlever. Ils se méfient. Bonne arrivée. Mohamed Tougou est un des responsables du MDJT, le Mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad. Il nous explique pourquoi ils ont arrêté El Para et ses moudjahidines. Est-ce que vous vous sentez concerné par ces mouvements salafistes? Ni de près ni de loin. Parce que nous sommes un pays laïque, le Tchad est un pays laïque. Nous n'avons aucun rapport avec des groupes islamistes. Les Toubous ont capturé El Para et sa bande sans tirer le moindre coup de feu. Ils étaient assoiffés. Ils ont marché presque 2 jours, certains 3 jours. Ils étaient fatigués. Certains sont tombés de soif, certains ont jeté des armes. Mohamed nous montre ensuite un carnet qu'El Para gardait toujours sur lui. Dessus, les numéros de téléphone codés des chefs islamistes avec qui il était en contact dans le monde entier. En Tchétchénie? Ils ont trop de sympathie envers les Tchétchènes. Oui. Pakistan, Afghanistan? Afghanistan, oui. À ce que je sache. Mohamed n'en dira pas plus pour le moment. Avant d'arriver jusqu'aux prisonniers, il nous faut rendre d'abord une visite au maître des lieux, le président du MDJT, Hassan Abdallah Mardégué. Le vieux chef nous attend à l'ombre d'un acacia. Depuis près d'une décennie, cet homme contrôle la presque totalité du Tibesti. Vous êtes les premiers journalistes à parvenir jusqu'à nous, et je vous en remercie. Nous combattons l'injustice. Le terrorisme est une grande injustice. C'est pourquoi nous le combattons. Nous n'avons aucun rapport avec les salafistes. Quelle est leur idéologie? Personne ne nous a dit quelle est la nature de leur combat. Nous avons informé tous les pays qui ont des problèmes avec ces salafistes que nous sommes déterminés à leur remettre. À l'Allemagne, l'Algérie ou à n'importe quel pays qui les voudra. L'entrevue a été courte. Nous allons enfin pouvoir rencontrer les détenus. Les Toubous nous amènent dans une cabane où ils stockent leur nourriture. Dans cette cachette, nous pourrons filmer discrètement les prisonniers. Ils ne sont pas encore là. Nous, on va les faire venir devant la voiture. Là. Vous voyez le stationnement de la voiture là. Oui. Quelques secondes plus tard, les terroristes arrivent enfin. Ils sont 14, apparemment en bonne santé. Ces hommes ont semé la terreur en Algérie et dans toute la région depuis de nombreuses années. Ils portent la barbe et les cheveux longs tressés, comme au temps du prophète. Mais nous ne voulons pas simplement les filmer. Les Toubous leur demandent donc s'ils acceptent d'être interviewés par la télévision française. Après un temps de réflexion, la réponse est oui. Ils sont venus, c'est pas problème. Ils sont venus. Ah. Ils vont venir? Ouais. Ah. 1% va venir. Ah, ouais. Le premier qui nous parle est un Algérien. Bonjour. On est journaliste, pas autre chose. On est vraiment journaliste. Il n'est pas obligé de parler. Il fait comme il veut. S'il veut partir, il peut partir. Hein? Il est très d'accord. D'accord. Est-ce qu'il veut bien nous expliquer comment il s'est retrouvé ici? Pourquoi il est venu au Tchad? Je suis un moudjahidine, comme mes frères, un combattant de Dieu. La terre entière nous appartient. Notre objectif est de dispenser la parole d'Allah. Nous sommes appelés à convertir tout le monde, sur n'importe quel territoire. Est-ce qu'il veut imposer la charia en Algérie? Notre objectif est d'instaurer la charia en Algérie, c'est-à-dire un État islamique basé sur les fondements du Coran. Est-ce que si on le qualifie de terroriste, est-ce qu'il pense que c'est vrai ou c'est faux? Terroriste? Je ne suis pas un terroriste. Je prêche la bonne parole, comme au temps du prophète.
Un bon prêcheur qui n'aurait rien à voir avec le terrorisme et encore moins avec l'enlèvement des touristes allemands il y a un an. Je n'étais pas présent lors de leur enlèvement. Ce n'est pas moi qui ai pris la décision de les enlever. Ce sont mes supérieurs. Comme lui, tous ses compagnons vont tenter d'atténuer leur implication dans le terrorisme international. Mais je sais de quoi ces hommes sont capables et je veux lui poser une dernière question. S'il m'avait rencontré en Algérie, qu'est-ce qu'il m'aurait fait? Dieu seul le sait. Un sourire et une réponse qui laissent peu de doute. Le deuxième prisonnier est de nationalité algérienne lui aussi. Il a 25 ans. Quelle était sa profession de civil? J'étais un simple paysan. En venant ici au Tchad, il comptait faire de la prédication et imposer la charia. Ici, au Tibesti. Au nom de Dieu, le miséricordieux, notre objectif principal était d'observer toute la zone. Ce qui nous intéressait, c'était de reconnaître les montagnes du Tibesti. C'est un endroit stratégique. Nous sommes venus en éclaireur pour repérer le terrain. Est-ce qu'il est proche du combat d'Al-Qaïda? Est-ce qu'il considère que Ben Laden est un grand émir? Oui, je suis un partisan d'Oussama Ben Laden. C'est un cher, et je défendrai sa cause jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Est-ce qu'il considère que des pays comme la France, par exemple, est un ennemi pour lui, pour son mouvement? Oui. Pourquoi? La presse occidentale, et la presse française en particulier, sont contre l'islam. La France a toujours combattu l'islam par tous les moyens. Ces hommes formaient le fer de lance d'une légion islamique chargée de perpétrer des actions terroristes dans toute la région. Ils ont été recrutés en Afghanistan et dans toute l'Afrique, au Mali, au Niger, au Nigeria, et partout, ils ont subi le même endoctrinement. Ça pose un problème si je parle à ces gens? Non problème. Il veut parler, hein. Il a un message à envoyer à sa famille. You talk. Okay. Well, all I have to say that, number one, I want to say Je voudrais parler d'abord pour mes frères et mes sœurs musulmans et pour mes parents de sang. Je me suis épanoui dans la guerre sainte. Je ne la renierai jamais. La guerre sainte fait partie de la religion. Et si tu arrêtes la guerre sainte, c'est comme si tu arrêtes une partie de la religion. Je suis musulman et j'appelle tous mes frères et sœurs musulmans à suivre la voie des salafistes et pas celle des mécréants. Suivez-la en observant ses règles et ses préceptes. C'est tout ce que je voulais dire à ma famille. Un autre prisonnier, un Mauritanien, profite de la caméra pour montrer que sa captivité n'a pas entamé sa ferveur. C'est écrit dans le Coran. Dieu a instauré l'islam sur terre et nous le protégerons contre les infidèles en menant la guerre sainte. Il y a un passage dans le Coran qui dit « Ceux qui défendent la lumière de Dieu seront touchés par la lumière de Dieu. » Cette lumière que les mécréants détestent. Écoute, merci. Dis-moi, lui c'est un responsable? Je l'invite à se convertir à l'islam. Il vous demande de vous convertir dans la religion musulmane. J'ai la mienne, je la garde. Il a déjà une religion?
Chrétien? Chrétien, je reconnais que tu es un homme civilisé. Je t'invite à lire les versets sur la création de l'univers qui sont dans le Coran. Bon, allez, c'est bon, calme-toi. On va s'arrêter là. Sidi Arabi est l'homme qui connaît le mieux les prisonniers. Avec le temps, il a réussi à gagner leur confiance et il sait que certains d'entre eux nous ont menti. Un du groupe m'a déclaré qu'il était fermier, mais en fait c'est faux. Non, c'est faux. Ça, c'est le technicien. Il est chargé de les mettre en contact sur l'Internet avec les autres. Bon, il m'a confirmé ça. Dans le désert, grâce aux ordinateurs, ils arrivaient à passer des messages. À passer des messages avec les autres groupes religieux intégristes dans le monde, tels qu'en Tchétchénie, en Afghanistan. Et même avec le Treya, bon, c'était des messages codés qu'ils envoyaient. C'était des messages écrits, c'était pas vocal. Et les cartes SIM, même, ils en possèdent beaucoup, parce que le fait de téléphoner avec une carte SIM, ils l'échangent avec votre carte SIM. Donc ils brouillent les pistes en permanence. Et ils brouillent les pistes. Finalement, il y a un côté assez sophistiqué dans la communication. Hein. C'est pas... Moi, ils sont avancés dans ce domaine. Ils sont avancés dans ce domaine. Dans leurs relations et dans leur réseau, ils avaient des connexions jusqu'en Europe, là. Certainement. Ils ont une ramification internationale. Si les services, les pays qui ont besoin de ces gens, quand ils viennent collaborer avec le mouvement, ils peuvent avoir beaucoup de détails. Ils peuvent livrer beaucoup de détails. Et vous pensez qu'à partir de ces gens-là, il y a moyen de démanteler plusieurs réseaux internationaux? Effectivement, on peut démanteler beaucoup de réseaux dans les pays voisins et puis même en Europe. Il est tard, les prisonniers sont ramenés à leur cellule. C'est l'habitation, ça? Une cellule un peu spéciale, à ciel ouvert. Le confort est un peu spartiate, mais l'eau du puits garantit leur survie. Ici, pas besoin de barreaux. Le prochain point d'eau est à plusieurs centaines de kilomètres. Le désert est une prison d'où l'on ne s'évade pas. Nous avons vu les prisonniers, mais toujours pas leur chef. Où est donc El Para? On nous apprend qu'il a été séparé des autres pour éviter les risques de mutinerie. Pour le voir, il nous faut reprendre la piste. Trois jours de poussière sous un soleil de plomb. Trois jours de cailloux et de chemins escarpés. Et en prime, la nourriture qui commence à manquer. Améliorer l'ordinaire. De temps en temps, ça change quand même. Hein? Voilà, voilà. Et puis c'est un mâle, un beau mâle, mais c'est un mâle parce que j'aime pas qu'on abatte les femelles. Ce soir, et pour la première fois depuis longtemps, les guerriers Toubou mangent de la viande avec le riz. Un vrai dîner de gala. Mais le lit, lui, est toujours aussi dur. On est là, alors. On met les cailloux qu'il faut pousser pour éviter d'avoir un bleu le matin sur la réveillant. Les plus mauvaises chambres de l'hôtel 1000 étoiles. Au matin du 14e jour, nous allons enfin rencontrer l'émir du désert. Il est gardé dans une des failles de la montagne.
Bonjour. Ses gardiens s'en méfient. Contrairement aux autres prisonniers, ils lui laissent les menottes toute la journée. Ils disent qu'El Parra est un fauve qui peut toujours mordre. Il faut bien lui expliquer, on est vraiment simplement journaliste, il n'y a aucun piège. S'il veut bien nous raconter au moins dans quel état il est, qu'il nous parle un petit peu de sa condition actuelle. On ne m'a pas informé de votre arrivée. Je ne me suis pas préparé. J'aurais aimé avoir les questions à l'avance, mais ce n'est pas un problème. Je suis d'accord pour vous parler. Est-ce qu'il peut nous dire d'abord qui il est? Je m'appelle Abou Edara Abdarazak Alamari Alouarassi. Je suis né à l'est de l'Algérie, en 1968. À Guelma. À Guelma. Il est né à Guelma. Sa maman est française, je crois. Il dit oui, sa maman est française. Elle habite en Algérie ou en France? ساكنة في الجزائر ولا في فرنسا؟ ساكنة في الجزائر. Elle habite en Algérie. Elle a des Une femme blanchie. Blanchet? Blanchie. Ah oui, ça non. Il a des nouvelles de sa mère, parfois. Français. Vous êtes français? Français. Je savais que c'était un frère français. Il a le sang d'un français. Tes parents? On le surnomme le parrain, c'est qu'il s'était engagé dans l'armée. Oui, effectivement. Je suis entré dans l'armée en 1985. J'avais juste l'âge, à peine 16 ans. J'ai intégré l'école des officiers spéciaux et j'ai eu des instructeurs spéciaux, rien que pour me former. Des Américains, pour la plupart. Instructeur français qui est encadré? Non, seulement des Américains et des Russes. Il y avait une énorme envie à l'extérieur de l'armée, mais aussi à l'intérieur, pour établir un État islamique. J'étais à cette époque un des proches du général Khaled Ben Nezar, le ministre de la Défense. J'étais son garde du corps personnel, et j'avais 11 personnes sous ma responsabilité. Même un général ne pouvait pas me donner d'ordre. Je dépendais directement du ministre de la Défense. Nous étions basés dans le quartier d'Hydra, juste en face de l'ambassade de France. Le ministre de la Défense me traitait comme son fils. Il m'a même proposé sa fille en mariage. Mais compte tenu des événements, ça ne s'est pas fait. Est-ce qu'il peut nous dire comment il s'est retrouvé ici? Nous avons entendu dire que les tribus de la région sont musulmanes. Nous sommes venus dans l'intention de prendre contact avec elles pour qu'elles nous aident à combattre le régime algérien. Comme vous le savez, en Algérie, le gouvernement nous persécute, tue nos femmes et nos enfants. Il nous a enlevé nos droits les plus élémentaires. C'est pourquoi nous le combattons. Et nous sommes venus dans les tribus musulmanes du Tibesti pour qu'elles nous aident à triompher. Vous pouvez retourner en Algérie où l'armée algérienne avait bloqué la frontière? Nous entrons et sortons sans problème. Nous empruntons tous les chemins, y compris ceux des contrebandiers. Avec l'aide du système de reconnaissance par satellite et d'autres moyens, nous connaissons le Sahara comme notre poche. Vous avez eu des accrochages et des combats avec l'armée tchadienne? Oui. Dès que nous sommes entrés sur le territoire tchadien, nous avons été surpris par l'armée. Les combats ont duré 3 jours et nous leur avons infligé de lourdes pertes. Nous avons tué 63 soldats et nous en avons blessé 200. Et 4 de leurs véhicules ont été détruits. Nos pertes ont été énormes également. Nous avons perdu une vingtaine d'hommes.
Eux, le groupe salafiste, ils étaient combien au départ quand ils se sont accrochés avec les gouvernementaux? Au départ, on était un peu moins de 50. En ce qui concerne la rançon donnée par le gouvernement allemand, qu'est-ce qu'il en a fait? Avec la majorité de l'argent, nous avons acheté des vivres, car nous étions dans des zones enclavées, entourées par l'armée algérienne. Nous avons survécu grâce à ces vivres, qui constituaient notre stock alimentaire. Nous ne sommes pas des pillards ni des bandits, comme les gens ont pu le dire. Nous avons fait ça pour avoir de la nourriture. Le gouvernement allemand aurait donc bien payé une rançon, contrairement à ce qu'il prétend. La rançon était de combien? Je ne peux pas vous le dire. Nous avons pris un engagement avec le gouvernement allemand pour ne pas dévoiler le montant de la rançon. Autour de 5-6 millions d'euros. C'est beaucoup de nourriture. Bien manger dans le désert. Ils ont enlevé les touristes allemands, autrichiens. C'était pour avoir de l'argent pour financer le mouvement. Quelle est leur nouvelle stratégie? C'est avoir des moyens d'enlever de nouveaux occidentaux? Le tourisme est une manne financière pour le gouvernement algérien. Notre but était de le saboter pour priver le gouvernement de cette ressource. Nous l'avons dit d'ailleurs aux touristes, avec qui nous avons gardé des contacts téléphoniques. Vous êtes en relation avec Ben Laden, c'est un grand ami? Ben Laden? Des relations entre lui et moi? Personnellement, je n'ai pas de contact avec Oussama Ben Laden. Nous, les salafistes, nous sommes une organisation à part. Depuis le début de notre existence, nous n'avons jamais eu de contact avec lui. Il combat les Américains et les Occidentaux. Nous combattons le système algérien odieux. Comment il voit son futur? Personne ne peut prédire l'avenir. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on arrête. L'entretien doit se terminer. Les Toubous sont prudents, pas question de rester trop longtemps au même endroit avec un prisonnier aussi précieux. Je vous remercie beaucoup. Il vous souhaite aussi à vous bonne chance. Il ne faut pas se fier à ses bonnes manières. El Parra a profité de notre caméra pour se livrer à une opération de séduction. Moussa, son gardien attitré, le surveille jour et nuit depuis 6 mois. Il connaît bien le personnage, il connaît même quelques-uns de ses secrets. Pensez-vous qu'il était en relation avec Ben Laden? Avec Ben Laden, je ne sais pas. Mais je sais qu'il est en contact avec le docteur Al-Zawahiri, le bras droit de Ben Laden. Le docteur Al-Zawahiri serait, selon lui, entre les frontières de l'Afghanistan et du Pakistan. Ils ont eu des conversations téléphoniques. Il l'a même appelé quelques jours avant que nous l'arrêtions. Ils avaient promis de se rappeler. Vous a-t-il dit quelque chose à propos des attentats de Madrid? Il voulait retourner en Algérie pour retrouver des salafistes. Il a donné des instructions à un groupe d'hommes en Espagne qui devaient commencer des actions terroristes. Ensuite, il m'a demandé mon téléphone pour leur donner d'autres instructions. Moussa a refusé de lui prêter son téléphone. La nuit va bientôt tomber. Les gardiens renforcent leur vigilance. Ah, la nuit, là, il ferme El Parra avec ça. Il a tenté de fuir à 2 reprises et puis la nuit, il le ferme avec ça. Aujourd'hui, El Parra est toujours prisonnier des rebelles du Tibesti. Un prisonnier qu'ils sont bien décidés à utiliser, car il intéresse sans aucun doute les services secrets de nombreux pays. L'Algérie et l'Allemagne, bien sûr, sans oublier les États-Unis ou la France.